Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème très croustillant en s'appuyant sur ce livre qui s'appelle « Les métropolitains à la Martinique, une migration de confort ». Donc installez-vous bien confortablement, préparez le thé, le café, le pain au beurre, chocolat et c'est parti. Alors, c'est vrai que ce sujet, c'est un sujet extrêmement touchy parce qu'on en parle beaucoup. Je précise que dans cette vidéo, on ne va pas parler chinois, on va dire blanc pour parler des personnes blanches. Moi, j'aime pas le terme métropolitain, donc je dis blanc, d'accord? Si vous êtes blanc, vous savez que vous êtes blanc a priori, donc on va pas faire de cinéma sur ça. Les blancs, les noirs, c'est pas un gros mot, d'accord? Donc on va dire blanc. Donc elle dit blanc, donc elle dit nègre, voilà. Donc nous ne sommes pas dans la haine, nous ne sommes pas dans l'imbécilité, nous sommes dans le questionnement intellectuel et politique. Vous le voyez déjà, la couverture est très intéressante. Qu'est-ce qu'on remarque? Ils ont écrit une migration de confort. Le terme migration, c'est politique. Parce que c'est un terme qu'on n'utilise jamais pour les Blancs qui voyagent à l'étranger, qui vont aux États-Unis, au Canada, au Kenya, au Sénégal. Ils s'appellent expats. Nous sommes des expats, nous sommes expatriés. Ils ne disent jamais le mot migrant. Pareil pour ceux qui viennent en Martinique. On ne dit pas migrants, on dit les métros. Parce que puisque nous sommes sur un territoire officiellement français, on estime que la France, c'est la métropole, même si ça n'existe plus, mais enfin bon, et que ces blancs qui arrivent sont des métros. Et bien là, on vous dit, ce sont des migrants, c'est un phénomène de migration. Et c'est important de donner ce mot. Et ils en parlent beaucoup, ils vous expliquent pourquoi ils ont choisi ce mot, etc. Moi, le but, c'est pas de spoiler tout le livre, c'est de vous dire ce livre est intéressant. Et on va s'en servir de base pour réfléchir sur ce sujet. Sur cette image, ce qui est flagrant, c'est qu'on a le terme migration, qu'on associe tous inconsciemment à la migration de la survie, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des Roms, de toutes ces personnes qui quittent leur pays pour arriver dans des pays occidentaux, pour se battre, pour avoir de quoi manger, de quoi vivre, offrir un avenir meilleur à leurs enfants, ou pour se soigner, et qui sont en réalité l'héritage de la colonisation, qui vont vers ces pays occidentaux parce que leur pays a lui-même été colonisé, donc c'est un peu logique. Donc on a cette image de migrants qui traversent les mers, qui meurent, qui voilà, et là on a des migrants qui finalement sont souriants, voilà, qui viennent vivre l'aventure tropicale, l'aventure sur les plages, pour faire du bivouac et puis voyager. On a là une chef d'entreprise, une cadre, on imagine qu'elle va travailler à GBH. Là, nous avons un avocat, nous avons des soignants, parce qu'il y a aussi beaucoup de soignants qui viennent. Nous ni psychologues, kinésithérapie, ostéopathes, voilà, beaucoup de professions libérales qui viennent, et bien sûr, militaires, gendarmerie, police, nous savons que ce sont des postes où il y a beaucoup d'arrivées. Alors, lorsque je suis allée en librairie et que j'ai vu ce livre, je me suis dit « Ouh là là, bomboclate ». Donc c'est un livre de Patrick Bruneteau et Olivier Pulvar. C'est un livre de sociologie. Il est très gros. On est sur du sérieux. Alors, je vous lis la 4e de couverture, déjà, présentation des auteurs. Donc, Patrick Bruneteau, c'est un chercheur en sociologie politique au CNRS, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Olivier Pulvar, c'est un docteur en sciences de l'information et de la communication et maître de conférences à l'Université des Antilles et professeur associé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. La 4e de couverture. Donc, cet ouvrage porte essentiellement sur une middle class aristocracy que l'on appelle à la Martinique les métropolitains, des blancs migrants au pays de la négritude. Il ne cherche pas à montrer comment ce groupe participe à la monopolisation d'une économie politique de la dépendance coloniale à la France. Il tente de saisir comment un des groupes porteurs de cette situation coloniale, selon la fameuse expression de Ballandier, pense son expérience locale à la Martinique, fabrique ses styles de vie, compose avec la présence de 95% de Noirs antillais. Plus précisément, il cherche à comprendre de quelle façon ces multiples agents transplantés provisoirement ou durablement dans cette île caribéenne se définissent eux-mêmes et se posent dans l'espace insulaire, à la fois hors des structures locales et structurellement liés à ce régime économico-politique impérialiste. Comment est façonné cet ouvrage? Donc tout d'abord, c'est sous forme de dialogue, de témoignage en fait. On a vraiment leur enquête qu'ils ont fait, donc quand ils sont allés interviewer plusieurs blancs en Martinique. Vous avez tous les témoignages. Et c'est très bien fait parce qu'en fait, ils ont séparé le livre en plusieurs thématiques. Donc, il y a à chaque fois la partie témoignage et la partie où ils font leur explicatif, en fait, leur explicatif universitaire, on va dire, leur explicatif sociologique de tous ces témoignages. Ça se divise en plusieurs chapitres. On a le chapitre 1 qui s'intitule « Les métros, derrière le masque du formalisme administratif, une catégorie révélatrice du cadre impérial néocolonial ». Rien que le titre, ils ne sont pas venus pour blaguer ces gens-là, ils ne sont pas venus pour blaguer. Hein. Bon, voilà. Chapitre 2, la spécificité des métros par rapport aux autres groupes de migrants étudiés en Occident.
une migration expérientielle. Chapitre 3, les stratégies de capitalisation. Chapitre 4, l'imaginaire de colonialité entre proximité et distance. Chapitre 5, les effets de brouillage dans les frontières ethniques, métissage et acculturation. Chapitre 6, distance, épreuve, rupture et retour vers la métropole. Chapitre 7, les métropolitains comme indicateur majeur du néolocalisme. Et conclusion. On a ensuite une annexe où à chaque fois, vous avez la fiche biographique de chaque blanc interviewé. Et ça, c'est très très bien parce que ça nous permet vraiment de comprendre qui sont ces gens que l'on interviewe. Donc je vous donne un exemple. Là, par exemple, on a la première fiche, c'est un commissaire de police. On nous explique un peu son parcours, comment il est arrivé sur l'île de Martinique, quel a été son vécu sur l'île, quelles sont ses perspectives, etc. Et c'est très très intéressant. Donc pour tous les maquerelles, ça va vous intéresser parce que là, on rentre vraiment dans la vie des gens. Tous les dialogues, tous les entretiens ont été anonymisés, bien évidemment, donc on ne sait pas de qui il s'agit. C'est très, très détaillé, dans le sens où, parfois même, c'est un petit peu décousu. C'est très fidèle, en fait, à ce que les personnes interrogées ont voulu dire. J'ai pas l'impression qu'ils ont trop résumé, qu'ils ont trop... Voilà, des fois, par exemple, dans des phrases, ils laissent les quand la personne dit je ne sais pas trop. Voilà, donc c'est à ce point-là précis, vous voyez ? On a tout un chapitre sur la définition du mot métro et de son utilisation de celui-ci ici. On a toute une partie préliminaire où on va parler justement de cette migration de confort, puisque ces personnes-là viennent pour vivre une vie tropicale ou viennent pour une opportunité professionnelle, mais ne viennent absolument pas pour survivre ou pour fuir la guerre, pour fuir la maladie, pour fuir la misère, là où les autres migrations qu'on peut connaître dans le monde, c'est souvent celle-là. Donc là, on est quand même sur une migration qui est heureuse, qui est aventureuse, d'accord ? On a toute une partie où on parle de l'idée de partir pour faire ou refaire sa vie. En fait, on constate que pour la plupart des personnes interrogées, les personnes partent au moment où il y a un tournant dans leur vie. Il y a un décès, il y a une rupture, il y a un trop-plein, il y a un burn-out, il y a une envie de vivre autre chose, il y a une fuite, il y a un ras-le-bol, il y a un vide, un manque de sens, ou il y a un licenciement, il y a une reconversion. C'est souvent voilà, une idée de tout plaquer et vivre au soleil. Voilà. Et je précise que tous les blancs qui viennent vivre ne sont pas forcément aisés. Il y a des gens qui sont aussi dans des situations de détresse. On a plusieurs cas différents qui ont été interrogés. Je vais un petit peu parler de plusieurs thèmes qui ont été évoqués dans ce livre. Mais le livre est très très détaillé, donc je ne pourrais pas parler de tout. Mais voilà, je voulais vous en parler pour que vous ayez au moins une idée un petit peu de tous ces questionnements qu'on peut avoir quand on voit cette migration blanche en Martinique. Donc d'abord, on constate qu'il y a souvent une forme de désillusion pour ces personnes qui ont fantasmé la Martinique, qui ont vu là un paradis tropical, une chaleur, une bienveillance, etc. Il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche en fait, que la misère n'est pas forcément plus belle au soleil et qu'il faut se battre pour vivre en Martinique parce que la vie est très chère. Il y a des gens qui ne voient pas que la vie est chère, qui sont dans l'illusion. D'ailleurs, sur cette part d'illusion, je ne sais pas si vous savez, mais sur Facebook, il y a plein de groupes pour les personnes qui viennent d'arriver en Martinique ou qui veulent arriver. Et tous les jours, on voit des familles blanches ou des personnes seules blanches qui veulent vivre en Martinique et qui posent leurs questions de manière totalement innocente. Et c'est très, très, très intéressant de voir leur vision naïve de la Martinique, leurs attentes aussi. Une fois, j'ai vu une dame qui disait qu'elle était passionnée de patinage artistique et elle demandait s'il y avait des patinoires en Martinique. Une fois, et en fait tous les jours on voit les mêmes discours. Bonjour, ma petite tribu et moi, on a décidé de s'installer en Martinique. On y était allé il y a 7 ans en voyage et nous sommes tombés amoureux de cette île. Avec nos 3 enfants, on décide de plier bagages. Nous n'avons ni voiture, ni logement, ni famille, ni amis, mais nous comptons sur vous. Si vous avez des bons plans voiture, des bons plans logement, si vous avez de quoi nous prêter un grille-pain, un four, un frigo, ça nous aiderait beaucoup parce que nous sommes partis sans rien et nous pensons que tout nous est dû. Et le pire, c'est que dans les commentaires, il y a des gens qui répondent et qui donnent « Ah bah oui, j'ai ça pour toi, j'ai ça pour toi, j'ai ça pour toi ». Donc il faut quand même dire qu'il y a une partie de ces migrants de confort qui sont dans une forme de culot, qui sont un petit peu comme dans les documentaires télévisés qu'on voit souvent, J'irai dormir chez vous, qui viennent avec rien et qui s'attendent à ce qu'on leur donne. Et ils ont peut-être raison parce que ça fonctionne, ça fonctionne. Ces personnes osent, elles osent demander, elles osent dire voilà, moi j'ai besoin de ça, qui peut m'aider, qui peut me trouver ça, et ça fonctionne. Et c'est un véritable réseau, et comme vous le savez, il y en a beaucoup qui arrivent, qui se mettent en colocation, qui entre eux, c'est vraiment, c'est organisé, c'est très communautaire en fait.
Et ça, je trouve ça très hypocrite parce que nous, quand on est en France, on se fait taxer de communautaire, que ce soit antillais, africain, arabe, toute la journée on nous dit qu'on est communautaire. Mais eux, quand ils partent dans un pays, ils font carrément des quartiers français, des villages français, ils ne traînent qu'entre eux. Et ça c'est quelque chose d'agaçant parce que c'est très très hypocrite. Donc voilà, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a quand même une partie où, voilà. Donc cette part de désillusion, elle arrive très rapidement pour certains Français blancs qui déjà voient que il y a la vie plus chère, les 40% plus chers, c'est compliqué au quotidien, c'est pas tout de le savoir, mais de le vivre, c'est autre chose, on ne peut pas manger de la même manière. Un des auteurs de ce livre écrit notamment à un moment donné « Les métropolitains se plaignent beaucoup. Mais ces crispations doivent être rapportées à leurs attentes démesurées du bonheur. Le métro est un migrant ne recherchant que le plaisir et la facilité. Et aussi le côté insulaire qui fait que certains se sentent emprisonnés. Ils parlent de la Martinique comme une prison dorée. On ne peut pas voyager, tout est cher, il faut passer par la France. On a vite fait le tour de l'île, c'est petit, tout le monde se connaît, donc on se sent emprisonné. Beaucoup font des allers-retours vers la France, limite tous les 6 mois parce qu'ils ont besoin de respirer. Il y en a beaucoup aussi qui voyagent beaucoup parce qu'ils ont besoin de voir autre chose. Bon, ça, c'est pas propre aux Blancs. Pour le coup, il y a quand même pas mal de Martiniquais qui font ça également. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est que les migrants. J'aime les appeler comme ça. Ah, on va les appeler comme ça, les migrants blancs. On va les appeler comme ça. Ce sera le seul moment dans leur vie qu'on les appellera comme ça. On va les appeler comme ça. Des témoignages qui disent « Je pense que pour vivre sur une île, il faut être originaire de cette île ou avoir de très très gros moyens pour pouvoir vous échapper. » On constate qu'il y a plusieurs profils. Il y a des personnes qui sont des migrants périodiques. Il y a des personnes qui sont plutôt affairistes, c'est-à-dire qu'ils viennent pour monter une affaire, pour monter une entreprise. Il y a un projet professionnel. Il y en a, c'est plus pour changer de vie, pour être plus proche de la nature, un peu plus bohème, vous voyez. Donc, certains sont un petit peu missionnaires, notamment les professions qui ont beaucoup de sens. Tout ce qui va être prof, création d'associations, il y a des gens, voilà, ils viennent avec des bonnes intentions, mais ils ne se rendent pas compte parfois qu'ils sont maladroits et qu'ils font un peu trop white saviorism, trop le sauveur blanc qui vient sauver. Moi, vu que j'ai pas d'enfant, je ne le constate pas dans le milieu de l'enseignement parce que j'ai pas d'enfant, donc je ne me rends pas compte. Par contre, dans le milieu, on va dire, associatif, écologique, seigneur, on souffre. Il y a beaucoup de blancs, ils viennent. Ils sont limite en mode, oui, nous venons pour sauver les tortues et la marée, parce que les Martiniquais ne savent pas prendre soin de l'écosystème, c'est vraiment honteux, on est là pour sauver. En fait, il y a une manière de faire, des fois, qui est agaçante. Mais j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte du tout, hein. Ils ne se rendent pas compte que tu peux venir faire des choses bien, mais fais-le avec humilité. Ne te mets pas en avant de la sorte. Tu n'as pas besoin de critiquer les locaux et de les faire passer pour des gens bruts et des gens incapables de comprendre les enjeux de l'écologie, alors même que dans ton pays, on pollue beaucoup plus qu'ici. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a un côté où des fois, c'est un peu hypocrite. Et surtout, il y a parfois un mépris de classe. Oui, les pêcheurs, ils font ça, l'écologie, ce sont des mafieux. Ouais, mais les pêcheurs, c'est des mecs précaires à la base qui essayent de survivre et de nourrir leur famille, en fait, tu vois. On n'est pas sur le même niveau de pollution que les grosses entreprises ou que les gros béquets. Ou, voilà, je veux dire, il y a une manière de s'en prendre aux gens aussi qui est parfois un peu... Bon. Ce qui ressort aussi beaucoup de tous ces témoignages, c'est qu'en fait, il y a un vrai réseau qui se constitue entre eux. Il y a vraiment beaucoup de solidarité entre les migrants blancs et beaucoup d'échanges entre eux, donc des échanges virtuels avec des sites internet, des groupes Facebook, etc. Un échange aussi d'entraide, donc je vous ai dit, ils sont souvent beaucoup en colocation, etc. Et aussi par leur système professionnel. Dans certains corps de métier, il y a une vraie prise en charge par leur institution, donc notamment tout ce qui va être les personnels de police, de l'armée, dans l'enseignement national, les internes, tout ça. Ils sont vraiment encadrés, donc on peut comprendre qu'ils restent entre eux parce que c'est plus simple, ce sont leurs collègues, ils sont tous partis en même temps. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas aussi une prison d'arriver avec tes collègues, d'arriver dans un système qui est hiérarchisé qui est organisé totalement par ta profession, où du coup tu vas rien connaître d'authentique en Martinique puisque tu vas connaître que par le biais de ton travail et de ce qui est organisé par ton travail. Ton logement est à la caserne avec les autres gendarmes, tu travailles avec les autres gendarmes, quand tu vas faire tes randonnées, tu y vas avec les autres gendarmes. Bon, bah du coup, tu connais personne à part tes gendarmes migrants blancs également. Hein, bon, voilà, bon. Je précise que dans les personnes interrogées, il y a des personnes qui sont là depuis quelques années et des personnes qui sont là depuis 20-30 ans. Il y a des personnes qui sont du coup plus des blancs pays et des personnes plus des migrants blancs qui viennent d'arriver, quoi. Donc il y a vraiment de tout âge, de tout type. Il y a des gens qui ont connu la Martinique d'antan et il y a des gens qui sont dans les années 2010-2020. Okay, il y a tout un sujet qui a été très intéressant, c'est la question de la couleur de peau, de la race.
il y a des blancs qui sont là depuis tellement longtemps qui se sentent noirs en fait. Et je pense qu'il y a une vraie confusion pour eux. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a une différence entre se sentir martiniquais et se sentir noir. Noir, c'est une couleur de peau en fait. Tu n'es pas noir, tu es blanc. Mais tu peux te sentir martiniquais, c'est pas un sujet, tu vois. Tu peux te sentir ancré dans la culture, mais tu peux pas dire je me sens noir. Mais eux, il y a des moments qui étaient quand même très gênants. Il y a un monsieur de 50 ans qui est là depuis une dizaine d'années et qui se dit qu'il ne se sent pas du tout blanc, par exemple. Ils parlent aussi beaucoup de leur ressenti en tant que blanc. Parfois, certains parlent carrément de racisme anti-blanc. D'autres disent qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, mais qu'il y a quand même une certaine discrimination, une certaine distance, parce que les Martiniquais n'aiment pas trop les blancs, parce que parfois ils les confondent avec des béquets. C'est vrai qu'un béquet est forcément blanc, mais tous les blancs ne sont pas forcément béquets. Donc quand on est face à un blanc, on ne sait pas si c'est un blanc migrant ou un béquet. Et bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les béquets pour X raisons, hein, des raisons coloniales et historiques qu'on connaît. Donc forcément, parfois, c'est un peu... Il y a une petite méfiance, on va dire. Donc certains disent, par exemple, que dans le sud, ils se prennent des réflexions en tant que blancs, mais pas dans le nord ni au centre. Donc en fait, ils expliquent que c'est souvent parce que comme le sud de la Martinique, c'est beaucoup de zones touristiques, bah, on se dit souvent que les blancs qui sont dans le sud, c'est que des touristes. Et parfois, les Martiniquais noirs habitant dans le sud sont fatigués peut-être de voir autant de touristes et prennent tous les blancs qu'ils voient pour des touristes et ça les agace, j'en sais rien. Je constate quand même que certains ont une vraie, dans les témoignages, certains ont une vraie ouverture culturelle et ils considèrent quand même que c'est à eux de faire des efforts pour s'intégrer. Donc ça, c'est quand même des gens qui ont conscience que voilà, ils arrivent sur une île qui a ses coutumes, etc. et que c'est un peuple qui est ouvert à eux, mais qui ne va pas non plus se plier en quatre pour eux. Vous voyez la différence? Maintenant, on va passer sur une partie, donc il y a quand même pas mal de fois où les migrants blancs interrogés critiquent les locaux, donc critiquent les Martiniquais locaux avec des arguments assez étranges. Par exemple, ils vont dire que oui, l'Antillais est vraiment bruyant, les Antillais sont violents, ils dressent leurs enfants comme des animaux, notamment dans la sphère du travail aussi, il y a beaucoup de critiques comme ça. Les Antillais sont peu compétents, n'ont aucune ardeur au travail, ils sont pas sérieux, les rendez-vous ne sont pas tenus, ils sont toujours hors table. Il y en a même un qui dit que c'est effroyable de travailler avec des Antillais. Il y en a qui disent même que l'Antillais est raciste vis-à-vis des Blancs. J'ai vu plusieurs fois des témoignages de migrants blancs qui disent que la Guadeloupe, il est dit sur les forums là, de migrants blancs que la Guadeloupe est un territoire beaucoup plus raciste que la Martinique et donc il faut plutôt aller en Martinique. Ben, en Guadeloupe, moi je trouve, hein, c'est mon avis, qu'il y a moins de blancs qu'en Martinique. Il y a moins de migrants blancs, donc peut-être que c'est pour ça, parce qu'ils se passent le mot n'allez pas en Guadeloupe, ils sont moins accueillants, j'en sais rien. On constate qu'il y a un véritable entre-soi. Il y a certains migrants blancs qui pensent qu'ils s'ils s'installent dans des quartiers, je le dis parce que c'est dans le livre, ils le disent, ils pensent que s'ils s'installent dans des quartiers qui sont pas trop métro, qui sont pas trop blancs justement, eh ben ils seront pas à l'aise parce qu'on n'aime pas les blancs, etc. Donc ils vont volontairement dans les quartiers où ils savent qu'il y a beaucoup de blancs. Et c'est vrai qu'il y a certaines écoles. Moi, des fois, je passe en voiture, je passe devant des écoles, je vois la cour de récré et je vois genre 70% de blancs, quoi. Et ça me choque, en fait, parce que ça veut dire qu'il y a une vraie... Je ne vais pas dire que c'est un apartheid, mais c'est une forme de ségrégation, en fait. Il y a des écoles où il n'y a que des noirs, et il y a des écoles où il y a beaucoup de blancs. Il y a quand même des écoles où c'est mixte, et heureusement, mais je pense que c'est une erreur de te dire « je suis blanc, je viens et je vais dans un quartier de blanc ». Maintenant, j'ai conscience que ça peut être difficile de te dire je suis blanc et je vais mettre mon enfant dans une école où il n'y a aucun blanc et où sera le seul blanc. Parce que c'est jamais agréable d'être le seul blanc ou le seul noir. On l'a vécu en France, nous les noirs, des fois il y a des noirs qui vivent dans des quartiers, dans des zones où ils sont le seul noir et c'est difficile. Mais en fait on ne pourra jamais donner de la mixité si tout le monde se dit bah, il faut que mon enfant soit là où il n'y a que des blancs. Et il y a quand même des écoles où voilà, j'ai constaté en passant juste en voiture, mais il n'y a pas de noirs. Oui, il y en a 3. Étonnant. On est en Auvergne. Bon, bref. Donc, au niveau du travail, certains, notamment ceux qui travaillent dans le privé, disent qu'ils gagnent mieux leur vie ici qu'en France. Et ça fait un peu grincer des dents parce que nous, c'est l'inverse. En tout cas, dans plein de professions, les personnes qui veulent faire le retour au pays, ben, leur premier frein, c'est ça, c'est qu'on leur propose des salaires tellement bas ici par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en France, par rapport à leur qualification, que c'est vraiment exagéré. Et il y a notamment un migrant blanc qui dit qu'il est passé de 3 000 € en France à ici être payé 6 000 €, 7 000 €. Donc voilà. Il y a quand même un moment donné où on dit qu'il y a certains blancs, migrants blancs, qui en fait en France ont une vie tout à fait banale, ne sont pas exceptionnels, mais qui viennent ici pour profiter de leur statut de personne blanche
pour avoir des privilèges qu'ils n'auraient jamais eu en France, parce qu'en France, on ne les calculait pas, parce qu'en France, ce n'étaient pas des personnes exceptionnelles. Et donc, ils peuvent ici postuler à des jobs qu'ils n'auraient jamais eu en France, parce qu'en France, leur profil est banal, mais ici, le fait qu'ils soient blancs leur permet de leur ouvrir certaines portes. Ça, c'est quand même présent dans certains moments. On ne peut pas dire que c'est une généralité et que du coup, toutes les personnes qui ont migré, tous les blancs qui ont migré en France, en Martinique, sont des moins que rien, hein, c'est pas ça qu'on dit, mais qu'en tout cas, certains profitent de leurs privilèges blancs pour postuler à certains postes auxquels ils n'auraient même pas eu la moindre chance en France. Au niveau des privilèges, certains expliquent que voilà, en France, ils doivent tout acheter, ils doivent acheter une maison, etc., machin, alors qu'ici, tout est pris en charge par leur entreprise, par exemple. Et ça, la question de l'immobilier, elle est là. Et c'est pour ça que quand les Martiniquais vous disent que les migrants blancs dérèglent le marché, c'est pas une lubie, c'est la vérité, parce que leurs entreprises payent tout en charge, parce qu'ils ont accès aux meilleures villas, ou à des trucs de ouf, ou même à des appartements basiques, mais qui du coup, les loyers vont augmenter d'une manière, parce qu'on sait qu'on peut s'adresser à cette population qui a les moyens de payer 1500 € pour un T2, quoi. Non mais voilà, on arrive à ça. Et l'auteur dit même « Acheter une maison donnant sur la mer, une privatisation de la beauté ». Et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de migrants blancs qui le disent dans le livre. Ils viennent ici, c'est pour habiter proche de la mer, pour avoir une belle vue, pour avoir une piscine, pour cette vie-là. Et donc, ça devient quelque chose qui est prisé forcément par tout le monde. Tout le monde va avoir ce type de maison. Cet accès à la beauté de la Martinique devient un enjeu et devient quelque chose qui est plus accessible aux migrants blancs qu'aux Martiniquais locaux. Et ça, c'est quand même terrible parce que la Martinique, elle est à tout le monde, mais elle est surtout aux natifs, en fait. Enfin voilà, il faut le reconnaître à un moment donné. Hein. Et ce qui différencie... Alors, ce qui est très important de dire, c'est que parfois, quand on parle de ce sujet, on peut vite dévier sur des discours qui paraissent semblables à ceux de l'extrême droite. Moi, je précise que je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas quelqu'un qui est en mode « chacun doit être chez soi », ce n'est pas le sujet. Par contre, je pense qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. La différence entre la France et la Martinique, c'est que la France, c'est un territoire vaste, continental. La Martinique, c'est une île, petite île en plus. Donc ça veut dire que le territoire, il est vraiment limité. Il faut avoir conscience de ça, hein. Les gens ils pensent que c'est infini. Non, 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 non. C'est pas infini. La Martinique, c'est petit. Et de plus, avec l'érosion des plages, ça a vocation à rétrécir. On le sait, il y a des zones qui n'existeront plus, d'accord? Il y a des zones qui vont être recouvertes par l'eau. Il y a des zones où l'érosion est telle qu'il y a des maisons, elles vont se retrouver dans l'eau là, dans quelques temps. Donc c'est un territoire limité. Et donc oui, quand le prix du marché immobilier augmente à ce point, moi, je dis qu'on assiste à ce qu'on appelle une expropriation massive de la population martiniquaise. Parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Hein. Ne croyez pas que vous pouvez attendre la retraite pour revenir au pays. Il n'y aura plus de place, en fait. Ça que vous ne comprenez pas. Les maisons, tout ça, il n'y en aura plus. Hein, voilà. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. En France, on ne peut pas parler de place. Il faut arrêter. La France, c'est extrêmement vaste. Sortons un peu de l'idée de Paris intramuros. La France, on ne peut pas dire que là, on suffoque, qu'on ne peut pas loger tout le monde, etc. Arrêtons le cirque. En Martinique, il y a cette vraie question. C'est une île. On n'aura pas besoin de 4000 hôtels. Donc, si vous travaillez dans l'hôtellerie, il n'y a pas 4000 places. Si vous travaillez si vous êtes projectionniste, il n'y a qu'un cinéma pour toute la Martinique. Si vous travaillez dans le RH, on n'a pas besoin de 4000 entreprises de RH. On est sur une île. Donc, forcément, il y a quand même une restriction. Et c'est dans ce contexte que je pense que les politiciens doivent faire en sorte non seulement de favoriser le retour, et c'est très bien, ils sont en train de le faire. La CTM a créé la maison du retour, bravo, on big up. Mais aussi, il faut qu'on commence à se dire comment est-ce qu'on peut faire. Je ne dis pas qu'il faut limiter les arrivées, mais il faut se questionner comment ces arrivées peuvent être aussi fréquentes des migrants blancs, là où le retour des Martiniquais est aussi laborieux. Ce n'est pas logique. Donc il faut se questionner et réussir à mettre des garde-fous pour permettre une préférence, clairement, une préférence pour les locaux. Il faut que les locaux puissent plus facilement trouver du travail que des extérieurs. Parce que c'est pas normal que, et c'est la même chose à La Réunion, c'est la même chose en Guadeloupe, c'est la même chose en Guyane, des gens, des enseignants qui se battent pendant des années, qui sont en France pour avoir leur mutation, pour rentrer chez eux auprès de leur famille, et ça ne marche pas. Mais quand c'est la Clotilde qui veut juste un peu d'exotisme, elle a sa mutation rapidement. C'est pas normal. Et le problème, c'est que les blancs, les migrants blancs qui arrivent ici, ils font comme si ça n'existait pas. Certains, ils font comme si, ben non, mais c'est grâce au mérite que j'ai eu ma place. Hein. J'ai le droit d'être là aussi. Oui, tu as le droit. Mais tu aurais un droit beaucoup plus accepté par tous
si les Martiniquais pouvaient aussi avoir ce même droit et en jouir de la même manière. Mais dès lors où ce n'est pas le cas, eh ben oui, tu auras un peu de regard, un peu de gêne et les gens auront quand même le seum de voir que toi, tu as droit à tout ça alors que nous, on galère pour rentrer chez nous. C'est ça la réalité. Et ça, c'est pas être d'extrême droite, c'est juste dire il faut qu'il y ait une limite, il faut qu'il y ait une juste équation. C'est ça que disent les Martiniquais. Donc ils ne s'en prennent pas aux Blancs parce qu'ils sont blancs. Ils s'en prennent à un système qui fait que tout n'est pas logique et tout n'est pas équitable. Certains ont quand même l'idée que la Martinique, c'est la France et c'est une vraie revendication. D'autres, au contraire, ont conscience que c'est une France, certes, mais une France différente. Il y en a un qui dit on est quand même chez eux, quelque part. Et certains comprennent et s'intéressent à l'histoire de l'esclavage, aux liens tendus et comprennent tout ça. Il y a des gens qui font vraiment des efforts pour s'inscrire dans la culture. Et on a un constat des auteurs du livre qui disent par contre, aucun ne se pose la question de leur légitimité à venir ici. C'est-à-dire que personne ne se dit, mais quand même, est-ce que je suis légitime à venir ici? Est-ce que vraiment j'ai ma place là? Est-ce que je ne m'inscris pas dans quelque chose de néfaste pour les locaux? Non, 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 non. Ils n'ont pas cette question. Mais par contre, en France, vous avez vu comment on demande aux migrants qui se battent pour leur survie, on leur demande des justificatifs, ceci, cela, en leur disant, mais votre place n'est pas ici. On remet en cause leur légitimité alors qu'ils se battent pour leur survie, alors qu'ici, vu que c'est la France toujours, on se dit ma place est là et que c'est une région comme une autre. Et moi, je ne pense pas que ce soit une région comme une autre. On n'est pas un département comme un autre. On est une île, on a une histoire. Et pour beaucoup de Martiniquais, on n'est même pas la France. On est la Martinique. Et il y a une histoire spéciale, il y a une colonisation, il y a une mise en esclavage, il y a des dominations qui existent encore aujourd'hui. Et si tu viens en tant que migrant blanc ici et que tu ne t'intéresses pas à ça, eh ben, franchement, ça ne va pas le faire pour toi. Et c'est sûr qu'on ne va pas t'accueillir avec joie. La question du créole aussi est intéressante. Il y a pas mal de blancs qui disent qu'ils ont quand même essayé d'apprendre le créole, qu'on devrait apprendre le créole aux enfants blancs. Et surtout, il y en a beaucoup qui finalement apprennent le créole par leurs proches, notamment ceux qui vont se remarier en Martinique avec des Martiniquaises ou des Martiniquais. Il y en a une qui est arrivée en 1989 et qui a appris le créole avec son mari martiniquais et son groupe d'amis. Il y en a qui viennent aussi, qui quittent des emplois plutôt qualifiés pour avoir des emplois plus roots, plus voilà, création de bijoux sur la plage, vendeur de chichis, tout ça. Il y en a qui viennent vivre aussi une vie maritime, voilà, qui achètent un bateau, voilà, de toute façon, c'est dit dans le livre, donc là, c'est le livre, c'est les chiffres, qu'un grand nombre de propriétaires de bateaux sont des migrants blancs, hein, sont des métros. D'autres sont au chômage et viennent en espérant voilà, pouvoir créer quelque chose, vivre autrement. Maintenant, parlons des fonctionnaires, puisqu'il y en a. Donc, ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont des frais de déménagement, des primes pour s'installer, etc. Donc, ils sont vraiment incités à s'installer. Là où les discours de Martiniquais qui font leur retour au pays et qui sont fonctionnaires, j'en vois pas beaucoup, qui disent que ça a été hyper simple pour eux. Non, je vois que c'est souvent un combat. Ou peut-être que ceux pour qui ça se passe bien font moins de bruit. Et dans ce cas-là, je vous invite à nous dire si ça se passe bien pour vous, à nous motiver aussi. Vous avez la page Retour au pays sur Instagram, vous pouvez partager votre témoignage et ce sera intéressant, ça permettra de motiver d'autres personnes. Il y a un policier qui explique que c'est nécessaire qu'il y ait une tournante, c'est-à-dire qu'on fasse venir à chaque fois de nouveaux policiers, de nouveaux gendarmes, pour éviter qu'il y ait de la corruption ou du copinage, car le fait que ce soit une île, ça fait que tout le monde se connaît, et que donc si les policiers et les gendarmes sont toujours les mêmes sur l'île, ça restreindrait le bon fonctionnement de l'institution parce que forcément tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Si tu arrêtes quelqu'un et qu'au final c'est le cousin de ta voisine, tu vas peut-être avoir du mal à être neutre et à bien faire ton travail, etc. Et donc tu peux être corrompu ou être dans le copinage. Donc il y en a qui expliquent ça comme ça. Bon. Sur la question de l'indépendance, je n'ai vu personne qui était pour l'indépendance, hein, tout le monde était contre. Il y en a un qui dit même, non, on a voté contre parce qu'on serait les premiers foutus dehors. Et puis de toute façon, sans la France, ils vont couler, voilà. Ils ne savent pas travailler ici, hein, donc comment feront-ils sans la France? Donc certains, c'est quand même cette image qu'ils ont hein, de la Martinique. Hein. Ils vivent là, mais ils pensent ça de nous. Certains ont pu voter donc lorsqu'il y a eu les élections par rapport à voilà, les questions de l'autonomie, l'indépendance, tout ça. Et leur vote a été critiqué car ils ne sont pas d'ici. Mais ils disent que non, ils trouvent légitime qu'ils votent parce qu'ils y vivent, ils vivent en Martinique et leurs enfants ont grandi ici. Bon, ça, il faut faire attention. Et c'est pour ça aussi que cette migration exponentielle de migrants blancs peut être problématique parce que, je vous le dis, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie-Kanaki, c'est effarant. Et c'est exactement ce qui ne doit pas nous arriver. Là, on arrive à un stade où les Caldoches, donc ce sont les blancs, les migrants blancs qui ont migré en Kanaki, qui est la Nouvelle-Calédonie, et qui à l'origine a pour peuple natif les Kanaks, on arrive à un stade où les Caldoches sont si nombreux et ont désormais, en tout cas ceux qui sont arrivés avant une certaine date, le droit de voter aux questions statutaires, donc aux questions d'indépendance ou pas. Et donc forcément, l'indépendance ne passe pas parce que les Caldoches sont trop nombreux.
et donc permettre d'empêcher le passage à l'indépendance, là où tous les Kanaks quasiment sont pour l'indépendance. Et donc la question de la légitimité de ces Caldoches à voter sur ça est questionnée. Eux se sentent légitimes parce qu'ils disent ben non, on vit là depuis 20 ans, nous on est là, on est néo-calédoniens, et les Kanaks qui disent ben non, vous êtes des migrants blancs en fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'oublier, c'est politique. Et si on commence à ne pas penser à ça aussi, à notre liberté de choisir ce qu'on veut devenir, eh ben, je peux vous dire qu'on va être comme de la Nouvelle-Calédonie. Donc on pourra faire le choix qu'on veut plus tard, ce sera des migrants blancs qui voteront en majorité. Parce que nous partons pour faire des études, pour travailler, et nous ne revenons pas. Et eux, ils viennent, ils s'installent, et voilà. Bon. Donc il faut quand même prendre conscience de ça. L'évolution statutaire, pour toutes les personnes qui sont indépendantistes, autonomistes, ou juste qui veulent du mieux pour la Martinique, eh bien, il faut y songer. Il y a tout un chapitre sur les couples dominos, donc blanc et noir, un blanc avec une noire avec un blanc. Il y a aussi beaucoup de mariages qui se sont brisés, de mariages de migrants blancs qui se sont brisés à l'arrivée en Martinique parce que l'homme est tombé amoureux d'une Martiniquaise et a quitté sa femme pour la Martiniquaise et vice-versa. Donc, il y a toute la question en fait, des enfants métis, des enfants, comment est-ce qu'ils vont faire en fait. Donc, c'est évoqué dans ce livre. Il y a un passage qui m'a fait rire. C'est à un moment donné, il y a un migrant blanc qui est interrogé et qui dit « Vous savez, quand vous vivez en Martinique, la plupart du temps, c'est que vous avez eu une rupture ou un problème affectif. Cette île attire les gens qui ont des problèmes sentimentaux. » Et ça m'a fait trop rire, parce que c'est vrai que ça revient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui viennent après une rupture. Ce qui les attire souvent, c'est le fait que la Martinique ce soit beau, il y ait de beaux paysages, etc., qu'il y ait un bon climat, mais qu'on a quand même tous les avantages de la France. Parce que c'est la même langue, parce qu'administrativement, on peut quand même toucher les aides de la France, etc., parce qu'on n'est pas à l'étranger, on a les mêmes droits, donc finalement, on ne se sent pas totalement étranger. On sait qu'on a cette sécurité-là de comprendre le fonctionnement de la société, puisque c'est censé être la même société. Les endroits où les migrants blancs s'installent beaucoup, en tout cas d'après eux dans ce livre, donc il y a le lotissement Caraïbes à Casse-Pilote, il y a l'Ansalane, la Pointe du Bout, les lotissements à Trinité, Tartane, aussi beaucoup à Didier. Sur la famille, donc les auteurs évoquent vraiment un regroupement familial, dans le sens où ce qui est critiqué en France des migrants africains qui arrivent en France et qui ensuite font venir leurs femmes, leurs enfants, etc., c'est exactement ce qui se passe. Souvent, il y en a d'abord un dans la famille qui vient et qui dit « Ah la vie est trop bien ici ». Et du coup, on va voir sa sœur qui va venir aussi, son cousin, etc., et ses amis. Et ça, je pense qu'on le voit tous, on connaît tous au moins un blanc, un migrant blanc. Encore une fois, dans ma bouche, ça ne sonne pas péjoratif, d'accord? On est sur un terme sociologique. Donc, un migrant blanc qui est venu et 2 ans après, il y a son meilleur pote qui vient aussi, puis sa cousine, puis machin, parce que c'est des super bons ambassadeurs de cette migration-là. Et donc, c'est comme ça aussi qu'ils viennent et qu'ils font partager toutes leurs ressources, toutes leurs connaissances du territoire, tout leur réseau à ces nouveaux migrants blancs qui, du coup, ont cette migration encore plus facilitée. Donc, c'est ça qui se passe. Et là-dessus, il ne faut pas qu'on ait un regard critique, mais qu'on s'inspire d'eux là-dessus. Parce qu'on n'est pas comme ça, nous. On n'est pas suffisamment dans le partage, dans l'idée de j'ai réussi mon retour au pays, je vais aider mon cousin, mon machin, mon ami à revenir, etc. Je vais me jouer l'ambassadeur du retour au pays. Eux, ils le font vraiment. Ils le font vraiment. Ils aident, ils sont dans cette solidarité. Nous, on ne l'est pas trop. On l'est pas trop et on n'ose ni demander de l'aide, ni forcément en proposer. En tout cas, ça dépend. Moi, pour ma part, je trouve que ma famille présente en Martinique m'a beaucoup soutenue. Et ça, il faut que ça existe dans nos familles. Ça ne doit pas être que chez les migrants blancs, d'accord? Il faut que nous, on s'inspire de ce comportement, justement. Il y a plein de communautés comme ça. La communauté asiatique, c'est la même chose. C'est des gens hyper solidaires, qui s'aident, qui sont là pour s'élever les uns les autres. Souvent ça, ce regroupement familial des migrants blancs, c'est qu'il y en a un qui vit là, il fait venir tous ses potes, toute sa famille en vacances régulièrement, et à force, ces gens-là se disent « Ah, mais c'est sympa la vie en Martinique », et ils s'installent également. Il y a aussi certains qui viennent, qui montent une activité, ça marche bien. Donc pour recruter, au lieu de recruter des gens sur place, ils font venir leurs amis ou leur famille pour qu'ils puissent étendre leur activité. Il y a aussi ceux qui viennent, les migrants blancs, qui viennent en couple avec un Martiniquais ou une Martiniquaise. C'est-à-dire que finalement, ils suivent leur partenaire qui fait un retour au pays. Il y a quand même des thèmes qui ont été évoqués, notamment la franc-maçonnerie. Certains disent ouvertement qu'ils sont francs-maçons, certains disent que la franc-maçonnerie en Martinique est très présente, qu'il y a beaucoup de dirigeants, de professions libérales qui y sont. Je vous invite à regarder, il y a un reportage qui est disponible sur YouTube qui parle de la franc-maçonnerie en Martinique et c'est vraiment très courant. Il y a aussi un sujet que je tiens à dire. Moi, personnellement, j'ai pas de problème à ce que des Blancs viennent vivre en Martinique. Ce qui me questionne, c'est pourquoi est-ce que parmi les Français qui viennent vivre en Martinique, c'est que des Blancs. Il y a très peu d'Arabes, quasiment pas. Il y a très peu de personnes noires d'Afrique. Donc c'est ça en fait qui fait
qu'on sait très bien que ce n'est pas une migration ouverte sur le monde. C'est une migration pour une catégorie de personnes privilégiées. Et c'est ça qui questionne en fait. Moi, je suis pour qu'il y ait des Africains, des Arabes, des Asiatiques qui viennent aussi. Ça changerait un petit peu. Mais là, on n'a que des Français blancs. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont que les autres n'ont pas qui leur permet de venir ici? Quelles sont les opportunités qu'on leur offre? Quelles sont les modalités qu'on leur offre? C'est un phénomène social. Et donc quand on parle de ça, on n'est pas en train de dire nous détestons les Blancs doivent rentrer chez eux, mais on est en train de dire nous nous intéressons à ce qui est en train de se passer sur cette île. Et comment c'est en train de se passer. Et ce livre nous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de tous ces migrants blancs. Il y a des moments que j'ai trouvé très gênants dans les témoignages de ces personnes, donc je voulais vous les lire. Donc c'est un petit peu la partie un peu polémique, d'accord? Donc il y en a un. Donc lui, il dit « Je suis un black dans une peau de blanc. J'ai fait de l'athlétisme. J'étais performant et j'étais un black dans ma façon de réagir, dans ma façon de me mouvoir et dans mes réflexes. » Et quand ce passage, je voulais crier. Ah, ça me gênait trop. Ça me faisait penser au film Get Out. Vous voyez, en mode, oui, il est noir, on est athlétique, on est nanana. C'est trop gênant. C'est quoi ces clichés? C'est quoi ces clichés, en fait? Parce que je courais pieds nus, je montais au cocotier, eh bien, je ne suis pas blanc. Non, mais honnêtement, vraiment, really, c'est très gênant. Il y a un monsieur de 50 ans, donc qui est là depuis une dizaine d'années, qui dit qu'il ne se sent pas comme un blanc. Il y en a un, mais là, je voulais rigoler. Il a dit qu'il a fui la France parce qu'il s'y sent plus chez lui à cause de l'immigration qu'il y a en France, notamment tous les musulmans, l'islam et tout ça. Non, mais quel culot! Genre, tu fuis ton pays parce que, soi-disant, il y a trop d'immigration pour toi-même devenir un migrant dans le pays de quelqu'un d'autre et tu te poses même pas la question, en plus, dans quoi tu arrives et tu participes à cette migration blanche et ce qu'on vient d'en dire dans la vidéo, mais non, mais il y a beaucoup de Français comme ça. Hein. Il y a des négrophiles, bien évidemment. Il y en a un qui a dit qu'il est arrivé, qu'il a divorcé et qui s'est remarié avec une très belle Martiniquaise. Je ne trouve de charme qu'aux femmes noires, tout simplement. En fait, rien qu'à lire, je voyais déjà le type de mec. Et il y en a un, pour justifier sa présence ici, en Martinique, il a dit « Oh, mais il y a plus d'Antillais qui vivent en France que de Blancs qui vivent en Martinique. Hein. » Mais la colonisation, le bumidum, les opportunités qui ne sont pas présentes ici. Tu vois, enfin bref. Alors, je tiens à préciser que cet ouvrage, je ne le conseille pas à tout le monde. Tout simplement parce qu'il est vraiment énorme, très long. En fait, si ce n'est pas un sujet qui vous intéresse, vraiment, vous allez le trouver imbuvable. Voilà, je vous le dis honnêtement. Si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, si c'est un sujet sur lequel vous devez travailler par rapport à vos études, à une recherche, à un livre que vous devez écrire ou autre, il est parfait pour vous. Mais si c'est juste en mode le titre vous intéresse, mais vous n'aimez pas beaucoup lire, c'est pas pour vous parce que c'est trop long. C'est vraiment hyper long, on n'en voit pas la fin. C'est un vrai travail universitaire là. Donc c'est pas un livre de poche, quoi. C'est pas un livre que tu lis comme ça. Je veux dire, voilà, c'est voilà. Au niveau du prix, c'est 35 €. Alors c'est un prix qui objectivement est élevé pour un livre, mais pour un livre de recherche comme ça, c'est totalement le prix. Hein. C'est pas trop cher. C'est par rapport au travail qui a été fait, aux années de travail que c'est, au sérieux, parce que ce sont des professionnels, ce sont vraiment des chercheurs en sociologie, etc. Voilà, mais c'est pas un livre, parce qu'en fait, comment vous dire? Moi, je vois que dans les librairies, il est quand même vachement mis en avant, et tant mieux. C'est parce que c'est un sujet hyper intéressant et hyper d'actualité, mais ça peut laisser croire que c'est un livre pour tout le monde. Et moi, je vous dis non, c'est pas un livre pour tout le monde, c'est un livre universitaire, c'est super long. Et même moi, qui devais faire une vidéo dessus, je suis arrivée au bout du livre parce que je voulais faire une vidéo dessus. Mais je me suis dit, ah ouais, si c'était pas pour faire la vidéo, c'était très long en fait, très rébarbatif, très... Mais encore une fois, c'est des témoignages. Ils sont restés fidèles aux témoignages. Et les gens, quand ils s'expriment, ils ne s'expriment pas toujours de manière synthétique, quoi. Des fois, ça va dans tous les sens. Des fois, il y a des détails pour moi qui servent à rien du tout. Mais bon, bref, après, je comprends qu'ils ont voulu être fidèles aux témoignages, mais je trouve qu'il y a des passages qu'ils auraient pu couper parce que des fois, c'était trop long, trop de détails pour des trucs dont on s'en foutait, qui n'avaient aucun rapport avec le sujet. Mais je pense qu'ils ont déjà coupé, en fait. C'est-à-dire que là, ce qu'ils nous mettent, c'est pas les témoignages entiers. Ils ont déjà fait une première coupure. Donc je me dis, même avec la coupure, des fois, il y a des moments où je me dis, mais là, on s'en fout de la vie de son père. Tu vois, des gens qui racontent la vie de leurs parents. Bon, tu peux résumer en une ligne, tu n'as pas besoin de raconter toute la vie de tes parents, on s'en fout. Enfin, bon, voilà, bref.
En tout cas, c'est très intéressant, c'est un travail pro, c'est un très très bon livre. Mais voilà, encore une fois, c'est soit le sujet vous intéresse particulièrement, ou soit vous avez un travail à faire en rapport avec ça. Mais sinon, c'est pas, franchement, c'est pas un livre comme ça pour tout le monde, quoi. Voilà. En termes de niveau de lecteur, tout ce qui est partie témoignage, c'est accessible à tout le monde, puisque c'est un langage très oral. Tout ce qui est partie analyse des auteurs, là on est sur de l'universitaire, donc c'est un niveau un peu plus soutenu. C'est un peu plus, voilà, mais ça reste compréhensible, hein, c'est pas inaccessible. Voilà, donc en tout cas, c'est un très très bon travail. Donc bravo à Patrick Bruneteau et Olivier Pulvar. On peut vous applaudir parce que c'est un travail de longue haleine et qui va beaucoup servir, qui moi m'a aidé à comprendre pas mal de choses sur cette migration blanche et à étoffer mon avis. Je redis encore une fois que nous ne sommes pas en mode les blancs doivent dégager, nous sommes en mode pourquoi autant de blancs viennent ici, comment ils s'installent, comment est-ce qu'ils s'organisent, pourquoi est-ce que parfois il n'y a pas de vrai mélange, pas de vraie mixité culturelle, pourquoi est-ce qu'il y a cette sorte de ségrégation et d'entre-soi, de communautarisme. Tout ça, c'est intéressant et le parallèle à faire avec le retour au pays qui est parfois laborieux. Donc voilà pour cette vidéo qui était donc un mélange de présentation de ce livre et de réflexion sur ce sujet qui est très d'actualité et il faut qu'on se penche dessus. Ça, par contre, ce livre-là, je pense que tous les politiciens doivent le lire. Hein, par contre, s'il y a des politiciens qui me regardent, vous devez le lire parce que ça va vous aider à comprendre pourquoi il ne faut pas que favoriser le retour au pays. Il faut aussi regarder qui arrive dans nos territoires, comment ils y arrivent et pourquoi ils ont accès à certains privilèges que nous, on n'a pas. Parce que ce n'est pas tout de dire aux jeunes « revenez, 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 revenez ». Il faut aussi regarder… D'accord? Ok, bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous à la chaîne. On se reverra pour d'autres vidéos, je l'espère. Je fais comme je peux, c'est difficile, vous savez, ces vidéos prennent du temps, rien que lire ce livre. Je vous embrasse, à bientôt.